la série Les Incorruptibles, nous vous présentons le scandaleux verdict avec Robert Stack, l'inspecteur Elliot Ness, Laurence Dobkin, Dutch Schultz. La pègre n'a toujours eu qu'une loi, celle de la jungle. Les forts se frayant un chemin à coups de griffes et de dents jusqu'à la réussite, les faibles terminant leur courte carrière sur une rafale de mitraillettes. En mars 1935, un des bandits les plus redoutés de la cité de New York, l'homme qui tenait sous sa domination des quartiers entiers, le roi indiscuté de la pègre, était sans contredit Arthur Flickenheimer, mieux connu sous le nom de Dutch Schultz, le Hollandais. Soupçonné d'avoir avec ses hommes commis au cours de sa carrière plus de 100 meurtres. Ses activités étaient multiples, toutes basées sur le chantage. Alcool, drogue, loterie clandestine et combien d'autres. Qu'est-ce que vous faites là planté comme deux idiots? Un petit travail aussi simple et vous n'êtes pas fichu de le faire tout seul? Qu'est-ce que c'est dur à la manque? On a fait ce qu'on a pu, patron. Moi, il faut que je sois à l'hôpital avant 2 heures. Eh, Lulu, 6 douzaines de roses rouges, qu'est-ce que t'en penses? C'est un beau cadeau, non? Bien sûr, elle sera sûrement très contente. Il n'est pas encore 2 heures. Viens, prends 5 minutes et entre voir Flores. Vous devriez leur amener à de meilleurs sentiments. Il y a sûrement une raison pour nous résister. On a pensé qu'il valait mieux que ce soit toi qui la trouve. Bon, d'accord, 5 minutes. Joe! Joe! Vous êtes Monsieur Flores? Si, Seigneur. Mes hommes me disent que vous refusez la proposition que nous vous avons faite. Eh bien, il y en a nul besoin de protection. Laissez-moi rire. Sans protection, il vous arrivera toutes sortes de désagréments. Vous savez ça. Ce monsieur-là dit que ça me coûterait 30% de recettes brutes. 30%, c'est beaucoup trop. Il ferait faillite. Comme vous y allez. Vous, faillite, Joe? Allons donc. Alors voyons. Joe Flores, banque de loterie clandestine. La mieux organisée de tout Harlem. Vous avez 42 encaisseurs et vous avez 6 contrôleurs, c'est bien ça. Soit une rentrée hebdomadaire que nous avons évaluée à $5 000 environ. Allons, Joe, ne dites pas que 30% c'est trop. Je vais vous dire pourquoi je trouve que c'est beaucoup trop. Toute la protection dont il y a besoin, il est. Il est pour seulement 15%. Qu'est-ce que je te disais? Quelqu'un te fait de la concurrence déloyale. Et toi, et laisse Joe parler. Qui est-ce, Joe? Qui donc protège les gens pour 15%? Lucky Luciano. Luciano. Il n'a pas froid aux yeux, ce petit gars-là, hein? Osez me couper l'herbe sous le pied sur mon territoire. Ce n'est pas lui qui vous protégera. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il sera trop occupé à se protéger lui-même. C'est un tocard, un raté, un pauvre type. Vous m'entendez? Vous n'aurez aucune protection de ce bricoleur de banlieue. 15%. Vous savez le genre de protection que ça va vous amener, Joe? Lulu, je veux que personne n'entende comme les amis de Luciano chantent bien, compris? Jusqu'où faut-il aller, patron? Herbie, tu as apporté la petite bouteille? L'acide? Maria Santissima, protégez-moi, je vous en supplie, Marie. Faut pas vous en faire, Joe, voyons. Oh, mon Dieu, Luciano vous paiera peut-être une jolie canne blanche pour votre anniversaire. Non! Je la trouve un peu petite, non? Oh, les nouveau-nés sont tous comme ça, tu sais. Ah oui? Elle est drôle, hein? Elle est très jolie, les infirmières le disent toutes. Ah oui, mais c'est bien naturel, non? Comment pouvait-elle être autrement avec une mère aussi belle? Maintenant, j'ai une femme et une fille aussi ravissantes l'une que l'autre. S'il lui faut quelque chose, Vera, tu n'as qu'à parler. Pour l'instant, le cher trésor n'a besoin que de l'ange sec et de sa mère. Les visites sont terminées, monsieur. Oh, comment déjà? C'est l'heure de la tétée, maintenant. Bon, je m'en vais. Oh, faites attention, prenez-la. monsieur, Oui, je vous en prie. voilà. Oh, ne vous inquiétez pas. Mon mari est la personne la plus douce que je connaisse, n'est-ce pas, chérie? En mars 1935, travaillant en collaboration avec les services de la justice, Elliot Ness et une poignée de policiers appelés les Incorruptibles se trouvaient réunis dans un bureau de New York.
Les incorruptibles avaient reçu pour mission d'arrêter Dutch Schultz comme ils avaient arrêté Capone, pour fraude fiscale. Faisant équipe avec Elliot Ness se trouvait Jack Rossman, ancien surveillant de ligne téléphonique, expert à capter les messages. William Youngfellow, pur indien Cherokee, titulaire de plusieurs licences de l'université de Carlisle. Enrico Rossi, ancien coiffeur et témoin à charge numéro 1 dans le procès de la bande de Capone. Et enfin, Martin Flaherty, ancien policier de Boston. Flaherty avait été placé à un point stratégique en plein cœur du territoire régi par Dutch Schultz dans Harlem. Sa mission arrivait à se faire incorporer dans l'organisation de Schultz comme agent secret. Le nouveau concierge? Oui, c'est moi, depuis une semaine. Alors combien t'as fait? Comment? Oui, on sait ce que c'est, tu peux pas vivre sur ton salaire. Tu vends des billets de loterie clandestine, tout comme celui d'avant. Et à dater d'aujourd'hui, ma part sera de $20 par semaine. Allez donc en discuter avec Dutch Schultz. C'est à toi que je cause. $20 par semaine. Va te faire voir ailleurs. Allez, c'est bon, fais pas le malin. Et si je trouve des billets de loterie sur toi, je te préviens que je t'emmène au bloc tout de suite. Écoute bien, avec moi, ça marche pas ton histoire de pourcentage. Si tu y reviens, Dutch le saura. Alors, qu'est-ce qui se passe? T'as eu des ennuis avec un flic? Je sais me débrouiller. Ouais, oui. Est-ce que je t'ai pas entendu parler de Dutch Schultz? Vous êtes un de ces encaisseurs? Non, mais je viens tout à fait d'un autre quartier. Tu sais, je trouve que tu as du cran. On a besoin de gars dans ton genre. Oui, et je travaillerai pour qui? Lucky Luciano. Dutch est plus important. Peut-être pour l'instant, mais plus pour longtemps. Bon, entendu, je vais étudier votre proposition. Ah, si ça t'intéresse, faut te décider maintenant, pas quand les jeux seront faits. Et il faut quand même que je réfléchisse. Bien sûr. Je passe souvent par ici. Je reviendrai demain, sans doute. Salut. Alors, comment ça a marché? Je crois que je viens de marquer un point. Un encaisseur? Oui, mais il ne travaille pas pour Dutch. Il semble que Luciano cherche à recruter du monde pour les loteries à numéro. Qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui ai demandé 24 heures pour réfléchir. J'ai pensé que je pourrais peut-être me servir de l'un contre l'autre. Oui, ça se défend, mais en s'attaquant à Dutch, il se peut que Luciano en profite pour se pousser en avant et on aura deux affaires sur les bras. Il faudrait que tu racontes l'histoire à Schultz. Tu crois que je dois? Son encaisseur viendra sûrement te trouver bientôt. Dis-lui que tu sais quelque chose de très important et que tu parleras à Schultz ou à personne. C'est peut-être le moyen d'arriver jusqu'au grand patron. Bill a pu avoir des renseignements sur son quartier général quelque part dans Harlem. Si par hasard t'entends parler d'un entrepôt, écoute bien, c'est là qu'il a tous ses dossiers. Bon, je vais retrouver mes poubelles, les enfants. Salut à tous, au revoir. Hé, t'es ici depuis combien de temps? Une semaine environ. Ah oui, qu'est devenu l'autre gars? Il a eu un accident. Vous êtes le nouvel encaisseur, sans doute? Non. Je vous ai attendu toute la semaine. L'autre gars m'avait laissé des billets. J'en ai placé quelques-uns, voilà l'argent. $38? Ben, il a fallu forcer un peu les clients à acheter. Ils sont pas très chauds par ici. Le type avant moi n'avait pas la manière. Il manquait de persuasion. Tu pourrais peut-être faire l'affaire. Dans ce pâté de maison, ils n'ont jamais fait plus de $6 par semaine. Je dirais au grand que tu travailles pour nous. Je verrai Dutch moi-même. Qui ça? Vous m'avez compris. J'ai du nouveau pour lui. À condition que ça l'intéresse de savoir ce que Luciano fait ces temps-ci. Oui, ça l'intéresse. Allez, viens avec moi. Ton nom? Flaherty. T'as pas l'air terrible à voir comme ça. Je n'essaie pas de vous vendre un billet de loterie pour l'instant. J'ai entendu dire que t'avais eu des ennuis avec un flic. Tiens, vous êtes au courant? On te surveille depuis que t'as pris cette place de concierge. Tiens, voilà. Alors, comme ça, vous me surveillez. Vérifie toujours la qualité de la marchandise avant d'acheter. D'accord, j'ai assez de travail pour t'utiliser. Je t'embauche $50 par semaine pour commencer. On ne gagne pas ça rien qu'à vendre des billets. Qui t'a parlé d'aller vendre des billets de loterie? Je te trouverai autre chose à faire, t'inquiète pas. Allez, fiche-moi le camp maintenant et sois ici demain matin pour commencer à travailler.
Ça ne vous intéresse pas au sujet de Luciano? Qu'est-ce que tu as à me raconter sur Luciano? Non, ça ne doit pas être très important. C'est à moi d'en décider. Allez, parle. Un type m'a fait une proposition à moi. Il a dit que Luciano allait faire à tout le monde de meilleures conditions que vous. On dirait qu'il y a déjà pas mal de gars prêts à travailler. Tout ça, c'est du vent. Aucun de mes hommes ne travaillera pour lui. C'est un pauvre tocard. Je pourrais acheter tous les gars qu'il a racolés pour son affaire. Entendu, je vais te dire ce que tu vas avoir à faire. J'ai 38 banquiers qui travaillent pour moi. Certains n'aiment pas qu'on examine leurs comptes. Force-les à aimer ça. Si certains d'entre eux travaillent pour Luciano, je pense qu'il faudra que je les ramène à la raison. Oui. Mais ce genre de travail, patron, vaut plus de $50 par semaine. Tu seras peut-être mort avant de toucher ta première paye. Fermez cette porte. Qu'est-ce que c'est? Elle aurait dû verser la somme depuis 3 jours, elle n'a encore rien payé du tout. C'est plus un sou. L'homme de Luciano passé avant m'a tout pris. Bon, alors tu connais la chanson. Emmène-la par derrière et si elle ne veut pas payer, applique-lui le traitement. Oh non! Oh non, je vous en supplie! Oh non! Ça a l'air de marcher à la baguette là-dedans. Fous le camp. Et reviens demain matin pour prendre ton travail. Je me demande... Va chercher Herbie et suivez-le. Ness avait vu juste en adoptant ce plan d'attaque, en misant sur la haine que Schultz vouait à son rival Lucky Luciano. Ness avait introduit un de ses hommes dans la place. Il ne devait pas tarder à découvrir que cette initiative était payante au-delà de tout ce qu'il avait pu imaginer. Un café. J'ai vu ton ami aujourd'hui, chic garçon. Ah oui? Qu'est-ce qu'il a pensé de ton histoire? J'ai produit mon petit effet. T'as réussi à te faire embaucher? $50 par semaine. Et pendant que j'y étais, j'ai vu des choses très intéressantes. Un des types a ouvert la mauvaise porte. C'est sûrement une entreprise importante. Et l'entrepôt? Une grande pièce derrière son bureau. Numéro 215 dans la 149e rue. Excellent travail. Oh, j'ai eu de la chance. Faut faire vite, on agira demain soir. Continue de boire ton café et jette un petit coup d'œil dehors. J'espère que t'as pensé à porter ton revolver. Lève-toi et flanque-moi un grand coup. Allez, vas-y. Dis donc, si tu crois que je vais te laisser mince... Alors, mon vieux Flaherty, on a des ennuis? Non, je crois que ce gars-là est de la police. Il commençait à devenir un peu trop curieux, alors je l'ai fait taire. Hé, les gars, qu'est-ce que vous faites ici, vous? Personne parmi Schultz et ses hommes ne mit en doute la version de Flaherty quant à sa courte bagarre dans le café. La descente de police dans l'entrepôt où Schultz gardait ses dossiers eut donc lieu comme prévu. Toutes les archives de Schultz furent saisies et confisquées. Il y avait là plus de témoignages qu'il n'en fallait pour le faire condamner pour fraude fiscale. Les affaires du gangster portant sur des sommes fabuleuses. Ce même soir, après avoir remis toutes ses preuves accablantes au département de justice, Elliot Ness, son travail terminé, rentra à son hôtel. Bonsoir, Elliot. Bonne nuit. Du calme. Le petit liftier nous a laissé entrer. Vous avez eu vite fait de vous renseigner, vous dites donc. Dans cette ville, c'est l'enfance de l'art. Lulu,
Vous avez là 50 000 $, monsieur Ness. Et pas un seul billet neuf, donc pas de trace. En échange des preuves que vous m'avez volées à l'entrepôt. Lulu. Je monte jusqu'à 75 000 $. Gardez ça pour vos avocats. Écoutez, monsieur Ness, dans ce monde, il y a une chose dont je suis sûr, c'est que tout peut s'acheter. J'entends par là, moi, vous, tout le monde. C'est uniquement une question de prix. Très bien, alors je suis tout à fait... Dis, Elliot, si t'as une... Je pense que vous devrez prendre un autre concierge. Il va falloir qu'on fasse 2 parts à ce que je vois. Monsieur Schultz vient de nous offrir 75 000 $. Ça fait de l'argent, il n'y a pas à dire. On peut en faire des choses avec ça. Je pourrais m'acheter toute une chaîne de restaurants. Et moi, j'avais toujours rêvé de m'acheter un château sur les bords de la Loire. Si tu donnes des réceptions, j'espère que tu t'adresseras à moi. Mais tu me feras des prix. Pourquoi? Tu seras riche, tu pourras te permettre de payer plein tarif. Non, mon vieux, quand on a l'honneur de servir un châtelain, on fait un petit effort. Ah, non. Si c'est ça votre humour, vous n'êtes pas drôle. Ah bah c'est fric, Lulu. Venez, vous me faites penser à un gars de votre brigade, un capitaine que je connaissais. Tu te le rappelles, Lulu? Ce grand plaisantin? Oui. Son dossier est toujours ouvert dans vos archives. Ils n'ont jamais été capables de retrouver son corps. Racontez-nous votre version de l'histoire, monsieur Schultz. Un instant, messieurs, un petit instant, je vous en prie. Oui, l'État me réclame de Un l'argent. instant, messieurs. Mon client est encore sous l'effet du choc que lui a causé l'attaque dont il a été l'objet. Attaque sans fondement aucun. Il est profondément révolté de voir que l'on s'efforce par tous les moyens de donner une idée fausse de lui ici à New York. Il semble que le service du fisc ait besoin d'un bouc émissaire et qu'il ait trouvé en la personne de mon client, M. Flagenheimer. Ces moyens déloyaux lui ont déjà fait tant de tort que nous sommes persuadés que nous n'aurons jamais un jugement équitable dans cette ville. C'est pour cette raison que nous avons demandé que l'affaire soit renvoyée devant une autre juridiction. Mais alors, ça aura lieu où? Le procès sera long? Non, écoutez-moi une seconde. Ma déclaration, je vais vous la faire tout de suite. Que pourrais-je attendre d'un jugement prononcé dans cette ville dont le maire, la Guardia, m'a récemment traité de sale rat et où toutes les autorités officielles et les gros bonnets ont juré d'avoir ma peau? Hein? L'avocat de la défense eut peu de difficulté à démontrer que New York était en effet très hostile à Schultz. Il n'y avait pas d'autre solution que de renvoyer l'affaire devant un autre tribunal. On choisit la petite ville de Clearview, au nord de New York. Choix fort incongru quand on pense que cette tranquille bourgade allait être le siège d'un des plus retentissants procès du siècle. Schultz y arriva une semaine avant l'ouverture des débats et commença immédiatement une campagne pour se concilier les habitants. Il allait lui-même dans les rues, parlait aux commerçants, se liait avec des gens simples, multipliait les dons. Aimable et détendu, il eut vite fait de se gagner de nombreuses sympathies. Flaherty et Rossi furent envoyés sur les lieux pour témoigner en faveur de l'État, tandis qu'Elliot Ness demeurait à New York, accumulant les preuves qui devaient renforcer encore le bien fondé de l'accusation. Clearview, nous l'avons dit, était une petite ville. Aussi certaines rencontres étaient-elles inévitables. C'est M. Schultz avec son avocat. Très curieux. Je savais bien que je connaissais cette figure. Ces deux messieurs sont descendus au Grand Hôtel. J'espère que ce sera assez luxueux pour eux. Cet homme, il est très différent de ce que je pensais. D'après ce que j'ai lu, j'imaginais le pire. Je trouve qu'il n'est pas du tout comme on dit dans les journaux. Je pense qu'il a dû te donner un beau petit pourboire. Et après, est-ce que je ne lui ai pas fait une belle coupe de cheveux? Dites, ce gars-là m'a raconté une histoire, tout ce qu'il y a de drôle. Ça parle d'un malheureux joueur de poker. Alors, figurez-vous que ce gars-là... Oui, ça va, on la connaît. À qui parle-t-il là? Qui est cette fille? Oh, c'est Marcia Harper, l'institutrice du cours élémentaire. Alors, si vous croyez qu'on ne mettra pas en doute mes intentions, j'aimerais acheter des uniformes pour toute l'équipe. Mais je trouve que ce sera absolument merveilleux. Quand j'étais petit, j'ai toujours rêvé d'un équipement de baseball, vous savez. Ah, mais j'y pense. L'équipe des filles va être jalouse, vous ne croyez pas? Oh, mais c'est-à-dire... J'ai une fille. Vous voulez voir sa photo? Oui. Elle est ravissante, d'ailleurs. Mais j'en serais ravie. J'aime beaucoup les enfants. Mais tu sais ce que Deutsch dit toujours? Que tout est une question de prix. On dirait qu'il va acheter la ville entière. On voudrait se faire raser. Le jour de l'ouverture des débats, le 7 septembre, Schultz s'était fait à Clearview de très nombreux amis. Ses dons importants aux œuvres de charité et aux hôpitaux, les innombrables repas qu'il avait offerts, ne pouvaient manquer de lui concilier bien des sympathies. On pensait qu'il n'était pas aussi mauvais qu'on voulait le dire. Sa femme et son bébé étaient à l'audience, preuve tangible que l'accusé était bon époux et bon père.
cause de l'État contre Schultz était claire, si claire qu'il semblait qu'elle dû être gagnée haut la main. Rien que des chiffres et des faits. Pas de doute, pas d'assertion en l'air. Des chiffres et des faits. Peut-être même trop de chiffres et trop de faits. Après examen et apurement des comptes, et afin que le jury puisse délibérer en connaissance de J'ai l'impression qu'il a dû acheter toute la ville. Des erreurs extrêmement graves. Après tout, ces gens-là sont humains. Ils croient plutôt ce qu'ils voient, de préférence à ce qu'on peut leur dire. Nous avons des preuves accablantes. Oui, bien sûr, seulement c'est sec, tous ces faits, tous ces chiffres, tous ces rapports d'experts qu'on a là. Le jury va dormir, tu verras. Pourtant, on a le droit pour nous. Oui, je sais bien, mais le jury en est-il convaincu? Je crois que je vais téléphoner à Elliot. À la suite du coup de téléphone de Flaherty, Elliot Ness et les Incorruptibles se trouvèrent engagés dans une course contre la montre pour faire triompher la cause de l'État et faire apparaître Schultz sous son vrai jour devant les membres du jury, tous respectables et de bonne foi. Moi, aller témoigner? Oui, au sujet de vos visites hebdomadaires à l'entrepôt de Schultz et des sommes qu'il vous extorquait. Non. Monsieur Flores, nous vous assurons le maximum de protection. Non. Regardez-moi. Me blâmerez-vous si je refuse? Il va chez tous les banquiers en mettant toute la gomme pour qu'ils témoignent. Et eux, qu'est-ce qu'ils font? Jusqu'à présent, c'est assez incertain. Mais Ness n'a pas encore vu Madame Quinn. Elle doit avoir une peur de tous les diables. Je ne veux pas que Ness voie les gens. Écoute, débarrasse-moi de lui. Mets tout de suite Jack et Maxi sur l'affaire. Oui. Oui, d'accord, entendez. Vous désirez? Vous vous souvenez de moi, madame? Elliot Ness. Oui. Mais qu'est-ce que vous voulez? Que vous nous aidiez contre Schultz. Mais comment? Qu'est-ce que je dois faire? Je voudrais que vous témoigniez contre lui au procès, que vous veniez à la barre, que vous parliez du chantage qu'il exerçait sur vous, de sa brutalité, et que vous disiez au jury tout ce que vous savez. Oui, j'irai témoigner. À présent, allez-vous-en. Monsieur Rossmann restera la nuit dans l'immeuble. Non, je vous en prie, allez-vous-en. Nous avons promis de vous protéger, il faut absolument que quelqu'un reste auprès de vous. Non, je ne veux personne. Je ferai tout ce que vous voudrez. Mais je vous en prie, allez-vous-en. Qui est derrière la porte? Oh. Avec la présence à la barre des personnes sur lesquelles Schultz avait le plus exercé son chantage, l'aspect du procès changea complètement. Quand furent révélées les preuves de l'incroyable brutalité de Schultz et de ses hommes, le jury fut dans son ensemble bouleversé et commença à voir la question sous un autre angle. Je tenais cette ville à ma merci d'une façon à peu près totale. Un à un, j'avais acheté tous les membres du jury. On portera l'affaire en appel, Schultz. On dirait que le procès est déjà perdu, à vous entendre. J'ai bien peur que le verdict ne soit déjà que trop évident. Ils avaient des preuves au départ, maintenant ils sont arrivés à ce que le jury les écoute. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Que suggérez-vous pour justifier les $1000 que je vous paye par semaine, maître? Nous poursuivons la lutte. Jusqu'en Cour suprême, s'il le faut. Non. Nous n'irons pas jusqu'en Cour suprême. Trouvez autre chose. C'est votre travail et non le mien de trouver une solution. Permettez une minute. Non, enfin, qu'est-ce qu'elle a? Si tu ne sais pas t'en occuper, prends une infirmière, fais quelque chose. Il faut que je vous donne des directives pour tout, alors. Excuse-moi, Arthur. Je crois que c'est sous ses dents. Et qu'est-ce qu'elle a encore? Il n'y a donc pas de médecin dans ce trou? Appelle-en un. Non, allons, ne pleure plus, ma chérie.
Là, ton vieux papa va arranger les choses. Pour tout le monde. J'ai demandé qu'on m'apporte un nouveau sirop calmant que cette institutrice m'a recommandé. Je voudrais tant qu'elle s'arrête de pleurer. Non, mais j'y pense. Cette jeune institutrice, est-ce que son oncle n'est pas... Mais pas quoi, Arthur? Non, rien. Écoute, tu vas l'inviter. Quel est son nom déjà? Marcia Harper. Invite-la à dîner au restaurant ce soir. Mais dis-lui que tu l'emmènes dans cette boîte devant laquelle nous sommes mais passés le bébé, hier. Je trouve une infirmière ou une bonne pour s'occuper de la petite. Mais c'est tout juste, si je connaissais juste... Qu'est-ce que ça peut bien faire? Elle enseigne aux enfants, elle peut te donner des conseils. Ah, écoute, fais-le, je t'en prie. Tu veux m'aider, n'est-ce pas? Mais oui, tu le sais bien. Bon, alors téléphone-lui. Allez, va. Je pense que vous devriez me dire ce que vous avez l'intention de faire. Vous la prendrez en temps voulu, lorsque je jugerai bon de vous le faire connaître. Et il en sera de même pour ce grand crétin de Ness. Lui et ses principes auront de quoi s'étonner. L'initiative hardie d'Eliot Ness réveilla les consciences des habitants de Clearview. Après les plaidoiries, le jury entra en délibération. Personne ne doutait que Schultz ne fût condamné en raison des preuves accumulées contre lui. Mais Schultz avait son plan. Ce soir-là, dans un restaurant qui passait pour excentrique et se trouvait un peu en dehors de la ville, Marcia Harper soupait en compagnie de Madame Schultz dans un cabinet particulier. Vous savez, au cours de toutes ces années que j'ai vécu à Clearview, c'est la première fois que je viens dans cet établissement. Ah oui? On m'a dit que c'était le meilleur restaurant qu'on pouvait trouver dans la région. Je ne savais pas que c'était si loin de la ville. Quel beau décor. Mais la maison a une mauvaise réputation. Mais ça n'a aucune importance. Oh, excusez-moi un instant. Je voudrais téléphoner à l'hôtel au sujet du bébé. Alors, ma belle? Vous devez vous tromper. Je suis ici avec une amie. Un ami? Moi? Oh, partez, je vous en prie. J'ai la tête qui tourne. Oh, je n'y comprends rien, Arthur, je t'assure. En tout cas, tu es bien à l'heure. Mais pourquoi me l'as-tu fait amener ici pour me la faire laisser ensuite? Pourquoi? Il fallait la sortir de son école, la chère enfant. La police qui arrive. Pour faire une descente dans la boîte. Il y a une salle de jeu clandestine par derrière. Oh, chérie, tu en es sûre? Je suis bien placé pour le savoir, il y a 2 jours à peine que j'y ai investi de l'argent. Il faut que j'aille sortir Marcia Harper de là. La police veillera sur Marcia Harper. C'est toi qui avais arrangé ça. Arthur, qu'est-ce que tu vas faire à cette jeune fille? Verra, c'est ce qu'elle va faire pour moi qui est important. Je compte sur elle pour me faire acquitter. Allez, viens. Le lendemain matin, à 11h, le jury se retira pour délibérer. Il délibérera longtemps. 18 heures plus tard, il revint prêt à donner son verdict. Le jury a-t-il rendu son verdict? Oui, monsieur le juge. Nous déclarons l'accusé non coupable. Je n'arrive pas à le croire. Excellent travail, maître. Je vous remercie, messieurs, et je vous félicite. Alors, ça y est, hein? Qu'est-ce qu'on fait? Asseyons-nous. Avant que le jury ne quitte cette salle et que je déclare que les débats sont clos, je trouve que c'est pour moi une obligation et un devoir de vous dire que je trouve ce verdict scandaleux et monstrueux. Il ne peut qu'encourager ceux qui délibérément fraudent l'État en leur assurant l'impunité. Le jury a ouvertement négligé de tenir compte d'une très évidente culpabilité. Et c'est une voie où je ne saurais vous suivre. En tant que citoyen de cette ville, cette sinistre mascarade me choque et me fait honte. Je n'ajouterai rien de plus. Je me demande ce qui s'est passé. Schultz a fait pression sur un des jurés. Mais sur lequel? Alors, madame, êtes-vous satisfaite à présent? N'êtes-vous pas fière après ce que vous avez fait? Allons-nous-en. Je suis désolée, j'ignorais. Vous êtes désolée, vous ignoriez tout.
Je vous jure que je ne savais pas ce qui Vera, allait cesse passer. cette comédie. Il m'a raconté des histoires. Ramenez-la à l'hôtel, allez, vite. Allons, venez. C'est ta faute. J'ai honte. J'ai honte. Cette nuit-là, Elliot Ness interrogea Marcia Harper. La violente altercation entre les deux femmes dans la salle du tribunal avait provoqué chez lui plus que de la curiosité. D'autant plus qu'il avait appris par ailleurs que le chef des jurés, Joseph Harper, était l'oncle de Marcia. La pauvre fille, affolée, finit par raconter la sordide histoire. La drogue qu'elle avait bue, les photos compromettantes avec un des hommes de main de Schultz et la menace de les publier si à l'issue des débats, Schultz n'était pas déclaré non coupable. Eh si, laissez-vous faire. Des succès comme ça s'arrose. Encore un petit verre pour la route. Ah, j'ai hâte de partir d'ici, moi aussi. J'en ai plus qu'assez. Tous ces paysans me tapent sur les nerfs. Oui, tout ça finit par rendre nerveux. Dites-moi, Schultz, comment avez-vous fait? Ah, mais c'est vrai. Je ne vous ai pas montré les photos. Quelles photos? Attendez. Regardez là. Vous avez les négatifs? Oui, je les ai là, pourquoi? Parce qu'il va falloir les mettre au feu. Mais pourquoi tenez-vous tant à les brûler? Pour quelle raison croyez-vous que je veuille les détruire? Oh, mais parce que vous avez la frousse, voilà la raison. Voilà ce que vous avez, vous crevez de frousse. Tiens, monsieur Ness. J'ai interrogé Marcia Harper, je veux que vous me donniez les photos. Félicitations, maître, bravo. Vous arrivez trop tard, cher ami. Mais vous pouvez, si vous le désirez, aller ramasser les cendres qui sont dans la cheminée. Vous êtes définitivement vaincu cette fois, c'est votre coup de grâce. Je rentre à New York. Que je ne vous retrouve plus sur mon territoire. Votre territoire? Attendez d'y revenir. La question est maintenant de savoir lequel des deux vous aura le premier, moi ou Luciano. Effectivement, en rentrant à New York, Schultz trouva les choses bien différentes de ce qui les avait laissées. La réforme instaurée par la Guardia aida considérablement la police fédérale à freiner les activités de Schultz et à en supprimer certaines. La police fit des descentes dans ses boîtes de nuit qui furent fermées chaque fois qu'on y releva la moindre entorse au règlement. Ses tripots, ses maisons de jeux clandestines furent visitées et saccagées pour l'humilier et ébranler la conviction qu'il avait de sa force. Mais il n'avait pas que la loi pour ennemi. Un autre élément non moins redoutable travaillait contre lui. Les bandes organisées de Lucky Luciano avaient fêté son retour à New York par une déclaration de guerre ouverte et sans merci. Attention, patron. Anna. ¿Qué pasa? ¿Dónde estás, Ana? Dix années que j'ai passé à bâtir cette organisation, la meilleure qu'on ait jamais mise sur pied. Je m'absente quelques semaines et qu'est-ce qui se passe? À mon retour, toute l'affaire s'effondre. Je ne peux compter sur personne, avoir confiance en personne. L'avenue de la Guardia a tout changé, patron. On ne trouve plus un seul policier qui se laisse acheter. Si, en y mettant le prix. Ils ont fermé 5 de tes boîtes de nuit. Et tu sais pourquoi? Pour des délits mineurs, des fautes de rien du tout. Et maintenant, la police ramasse les gars pour des délits qui ne se rappellent même plus. Qu'est-ce que tu peux faire contre ça? Je me battrai. Je les aurai tous. Je vous annonce qu'à partir de demain, on va se transférer ailleurs. J'ai un local tout près dans le New Jersey. Pour la police de New York, très bien. Mais la police fédérale, leur pouvoir s'étend partout, d'un État à l'autre. La police fédérale, qu'elle aille au diable, la police fédérale. J'en ai partout la tête de ces minus. Elliot Ness nous a prévenu. Nous savons qu'il en serait ainsi. J'ai reçu assez de mandats d'amener pour en tapisser les murs de mon bureau. D'accord. Ness m'a prévenu. De quel bord êtes-vous donc, vous, hein? Je ne faisais que vous donner les faits, sans plus. Les conditions ont bien changé depuis votre procès. L'administration est devenue honnête. Et Luciano prend de plus en plus d'importance. Luciano, ce tocard, ce pauvre type. Ce n'est plus ni un tocard ni un pauvre type. Ces hommes ont encore descendu 2 des vôtres la semaine dernière. Il n'a plus peur de rien. Il vous défie au grand jour. D'accord. Si c'est ce qu'il veut, je vais lui donner une leçon dont il se rappellera. Je suis très ennuyé d'avoir à vous dire ça. Mais il est trop tard pour toute démonstration de votre part. Luciano est plus fort que vous ne le pensez. Vos hommes d'ailleurs sont d'accord avec moi. L'avocat a raison. Les tueurs qui sont venus chez Flores, c'était de la bande à Luciano. Alors, qu'est-ce
ce que je dois faire. Qu'est-ce que vous me conseillez? Je crois que le plus sage serait d'abandonner. Qui, moi? Vous voudriez que j'abandonne? Que je laisse la partie belle à Luciano? Que je lui dise, mais tenez, Lucky, servez-vous? J'ai mis 10 ans à faire de cette organisation quelque chose d'intéressant et de rentable et je lui en fais royalement cadeau. Et je vous donne $1000 par semaine pour des conseils de cet ordre. Vous m'avez demandé, je vous ai répondu. D'accord, je vous ai demandé. Eh bien, moi, je vais vous dire une chose, maître. Je n'abandonnerai pas. Je ne passerai les pouvoirs à personne et je ne prendrai de leçons de personne. Ni de Lucky Luciano, ni de la police, ni de personne. Lulu? Oui, Schultz. Tu vas joindre Luciano. Tu lui diras que je désire le voir. Tu veux rencontrer Luciano? À défaut de le vaincre, je ferai alliance avec lui. Il y a assez à faire ici pour tous les deux. Tu lui diras que je suis prêt à tout partager de moitié avec lui. Lucky et moi associés tiendront tête à une armée entière de policiers. Et s'il refuse, qu'est-ce que tu feras? Pourquoi voudrais-tu qu'il refuse? Où serait son intérêt? On peut acheter n'importe qui en y mettant le prix. Combien de temps croyez-vous qu'il se contentera des deux moitiés dans vos affaires? Ça sera à lui de se demander combien de temps je serai moi satisfait de cet arrangement. Faites ce que je vous ai dit et apportez-moi le résultat. Allez, dépêchez-vous plus vite que ça. Une rencontre fut organisée qui allait faire date dans les annales du crime. Il fut convenu qu'elle aurait lieu dans l'arrière-salle d'un bar situé 14 Front Street à Newark dans le New Jersey. Peut-être que Luciano ne viendra pas. Il n'est pas encore minuit. Lucky avait l'air tout à fait d'accord. Je ne l'ai jamais vu si bien disposé. Et pourquoi ne le serait-il pas? Je lui offre la moitié de ma chemise. Que veut-il de plus? Il a dit un homme avec toi seulement. C'est tout ce qu'il amène. Et pas de revolver. D'accord, alors Herbie attendra dehors. Un homme et pas d'armes. Je croyais qu'aucun de nous ne devait avoir d'armes. Ça va. À minuit, très exactement, ce soir-là, une voiture s'arrêta devant le bar. De cette voiture, un homme descendit, bien décidé à devenir à son tour le roi incontesté de la pègre de New York. Son nom, Charles Lucky Luciano. C'est clair. Comme je vous l'ai promis, tout sera très amical. Pas des revolvers. Rien. Donne-moi. Enfin, patron, réfléchissez. Est-ce que vous perdez la tête? Vous faites confiance à Schultz? Je cours le risque. J'ai des rencontres pour parler affaires. Pas besoin des revolvers pour ça. Ah, je n'aime pas ça. Nos affaires marchent bien. Pourquoi le voir, lui? Il va nous faire une proposition. Nous l'écouterons tranquillement. Si nous la trouvons intéressante, nous sommes preneurs. Si elle est mauvaise, nous allons le faire un tour. Ça, tout en restant amical. Il faut quand même être prudent. Au même moment, une autre rencontre avait lieu. Joe Flores, qui avait osé tenir tête à Schultz au sujet des loteries clandestines et à qui cela avait coûté la vue, avait fait dire à Elliot Ness qu'il avait une communication à lui faire. Señor Ness. Vous nous avez dit de venir ce soir? Si, Seigneur, j'ai téléphoné parce que je voulais vous dire quelque chose. Cet homme, Schultz, il y a eu cela. Et après, ma femme, Anna, ma femme. Oui, c'est affreux, je sais. Non. Il est trop tard pour avoir de la peine. Après de telles horreurs, quel mal peut-il encore me faire, c'est Schultz maintenant. C'est pour ça que j'ai pensé que je pourrais peut-être vous être utile. Qu'avez-vous à nous dire, monsieur Flores? Ce soir, ils doivent se rencontrer ce soir à minuit précis. Schultz et Luciano. Je connais le lieu de la rencontre. Est-ce que cela vous intéresse de savoir où, monsieur? Oui, cela nous intéresse beaucoup. C'est au numéro 14 de Front Street. C'est un bar-restaurant à New Jersey. Vous savez où ça se trouve? Oui, nous le savons.
Merci, merci infiniment, Monsieur Flores. Dutch, Lucky. la santé est bonne? Ça va. Et toi? Moi, je n'ai pas à me plaindre, les affaires vont bien. Je suis en bonne santé. Que demander d'autre? Tu as fait du chemin ces 2 dernières années. Oui, j'ai une organisation qui marche. Rien n'est comparable à la tienne, mais je suis content. Dis, il paraît que la police fédérale t'a fait des ennuis? Rien de grave, de détails. C'est toi qui m'as fait venir, Dutch? Qu'est-ce que tu me proposes? Part à 2 pour tout. Je te propose une association. Toi et moi associés? Il y a assez à faire pour nous 2. J'ai ici des preuves, si tu veux. Tiens. Jette un coup d'œil. Ça couvre seulement les loteries des nombres. Mamma mia. Cet argent est uniquement tiré de quelques misérables petites loteries clandestines. Tu es un homme d'affaires, les chiffres ne mentent pas. Est-ce que tes chiffres sont les tiens ou ceux de tes banquiers? Les miens. Je n'ai aucune confiance en ces imbéciles, aucune absolument. Et tu as bien raison, tu sais. C'est une bande d'escrocs. Tu devrais comparer ces chiffres que tu as là avec ceux qu'ils me donnent à moi. Qui? Tes banquiers. Ils travaillent pour moi tous maintenant. Non, non, pas avant que toi et moi nous ayons conclu un accord. Quand un gars fait banqueroute, mon vieux, pourquoi est-ce que je m'en porterai garant? Tu n'as rien à m'offrir. Rien que je n'ai le moyen d'avoir tout seul. Ordure, tu me dégoûtes. Lulu, le piano! Tu crois doute que j'allais te céder la place, hein? Espèce de salaud! Ça fait des années que je le dis. Tu n'es qu'un pauvre type. J'aurais dû t'écraser comme un chien il y a longtemps. Lulu! 20 000 $, Lulu. C'est bien les prix convenus, n'est-ce pas? Lulu. Non. Oui, patron, il m'a acheté. T'as toujours dit que tout le monde pouvait l'être en y mettant le prix. Il y a toujours une époque dans la vie où quelque chose est obligé de craquer. Tu as été au sommet pendant 10 ans. Maintenant, l'heure est venue pour toi de laisser la place. Il faut qu'il disparaisse. À toi de faire le travail. Lulu. Moi, je te m'offre 40 000, le double, Lulu. Non, c'est inutile, patron. Entendu. Fixe-moi, toi, un chiffre. Tu peux m'offrir ce que tu veux. Luciano m'offrira le double. Et maintenant, adieu. T'aurais dû nous écouter, tu vois. On t'avait tous dit que ça finirait mal. Personne ne peut rester toujours au sommet. Lulu. Lucky t'a laissé un message. Il ne veut garder personne en qui il ne peut avoir confiance. Pour les mains. Il respire encore. Appelez une ambulance, vite. Il faut le battre. Non, laissez-moi. Laissez-moi, je sais, moi. Maman. Emmène-moi. Emmène-moi loin d'ici. Pendant près de 18 heures, Dutch Schultz agonisa à l'hôpital de Newark en proie au délire et à une forte fièvre. Il ne prononça que des phrases incohérentes. Il n'entendait rien, ne reconnaissait personne.
pas vous en sortir, Schultz. Vous êtes bien trop atteint. Dites-moi, c'était Luciano, n'est-ce pas? Dites-le. Jamais un enfant ne s'avoue vaincu. Il résiste et tous les siens avec lui. Emmenez-moi loin d'ici. Se relayant sans cesse, les incorruptibles restèrent à son chevet pendant les 18 heures de son agonie. Un sténographe de la police prit en note toutes les phrases incohérentes que Schultz prononça. C'étaient des mots sans suite, sauf que la vieille obsession de Schultz revenait toujours. Avec de l'argent, on pouvait corrompre n'importe qui. À 8h30 le lendemain soir, il était toujours sans connaissance. Qu'on aille me chercher, maman. Qu'on aille vite la chercher. Elle viendra. Amenez-la. J'ai mal, je veux qu'elle vienne. La loi de la jungle, les faibles mourant dans une rafale de mitraillettes, les forts les écrasant pour devenir plus puissants. Pour Elliot Ness, tout le travail était à recommencer. Dutch Schultz, le Hollandais, mourut à 8h35 précise. Le lendemain, dans tout New York, le nombre 835 fut celui sur lequel on paria le plus. Ce fut aussi un numéro perdu.